Oui, ce petit livre qui va être l'objet de notre discussion tout à l'heure est un ensemble de 31 nouvelles, 31 récits, 31 portraits. On parlera du statut de chacun de ces textes. Et on a décidé ce soir que 3 d'entre ces textes seraient lus. Et en fait, on va, avant même de commencer à discuter, vous mettre dans le bain de la littérature de Nicolas Greenberg. Et Héloïse Godet va lire le premier récit du recueil qui a pour titre « Des problèmes inutiles ». Et ensuite, nous parlerons. J'avais peur de vous rencontrer dans ma petite ville. Vraiment. Qui sait, quelqu'un aurait pu vous reconnaître. Mieux vaut être prudent et éviter qu'on ne nous voie ensemble. Certains ont peut-être lu l'un de vos livres sur les Juifs. Allez savoir. Je n'ai nul besoin de ce genre de problème. Je me suis donc dit, je vais prendre le train et en quelques heures, je serai sur place. Pour vous aussi, c'est sans doute préférable de ne pas devoir faire le voyage. À mon grand soulagement, vous étiez d'accord. Je n'aurais pas été rassurée si vous vous étiez entêté pour venir ici examiner quelques documents et photos. Nous aurions été obligés de nous cacher. Exactement comme les gens dans vos livres. Oui, j'aurais eu honte. Et comment ? Cela ne se fait pas d'inviter un juif à se cacher. Si vous voulez me poser des questions, faites donc, mais je vous préviens, c'est déjà tout réfléchi dans ma tête. Enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Premièrement, comment allez-vous faire pour que personne ne se doute qu'il s'agit de moi ? Pour ma part, j'omettrai d'indiquer ma ville, mon nom, mon âge, ma profession et surtout mon apparence physique. C'est le détail qui permet de reconnaître le plus facilement une personne. Ça devrait suffire, n'est-ce pas ? Moi, j'en suis persuadée, seulement promettez-moi de vous en tenir à cela. Excusez-moi de me montrer d'emblée aussi catégorique, mais il faut me comprendre, je n'ai vraiment pas besoin de m'attirer le genre de problème que vous décrivez dans vos livres. Et d'un autre côté, tout cela dépasse l'entendement. Vous avez dû inventer certaines histoires, non ? La moitié est sans doute affabulée. Ce qui sous-entend quand même que l'autre moitié est véridique. Bon, ce ne sont pas mes oignons, après tout, j'ai déjà assez de problèmes sans vous. Dites-moi ce qui ne va pas chez vous, les Juifs. Car quoi que l'on dise à votre sujet, ce n'est jamais neutre. Et si je suis aussi bavard, c'est parce que j'ai tant de choses à vous raconter, mais j'ai du mal à me lancer. Je me suis pourtant préparée dans le train, mais là, de vive voix, ça change tout. Monsieur, expliquez-moi quelle est cette manie chez les Juifs de tout embrouiller. Moi, c'est tout simple. Je travaille là où je vous ai dit, j'ai l'âge que je vous ai donné, je vous ai décrit ma famille. Bref, tout est clair. Mais vous, non. Vous devez d'abord tromper tout le monde, nous faire peur, puis nous surprendre pour finalement mourir en laissant un sacré bazar derrière vous. Vous comprenez de quoi je parle ? Je m'exprime peut-être de façon un peu désordonnée, pour ne pas dire à la juive, mais j'essaye de faire de mon mieux. Heureusement, j'ai déjà acheté mon billet de retour. Je préfère pas trop rester longtemps avec vous. C'est pourquoi je regarde sans cesse ma montre. Rassurez-vous, je ne suis pas un malpoli. Dites, quelqu'un d'autre s'est manifesté pour vous raconter son histoire ou suis-je le seul ? Du reste,
Je m'en fiche. Bon, je me lance. C'est maintenant ou jamais. J'ai beaucoup de questions. Beaucoup de rancune. Mais ça, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre faute si ma sœur m'a montré vos livres. D'autant plus qu'il s'est passé bien des choses avant, mais ça non plus, vous n'y êtes pour rien. Dites-moi, si chez vous, tout se déroule comme dans les blagues juives. Lorsqu'un juif meurt, il appelle sa famille, qui se réunit autour de lui, tandis qu'il débite des paroles savantes avec un mot spécial pour chacun. Parce que si c'est le cas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a de si drôle là-dedans. La mort vous fait rire, hein? Moi, la mort ne me fait pas rire du tout, monsieur, surtout quand c'est un proche qui meurt. Une personne que vous connaissez depuis toujours, dont vous savez tout, car elle vous a raconté sa vie des dizaines de fois. Bah oui, mais voilà. Il s'avère que vous ne la connaissez pas vraiment. Ou plutôt que vous ne la connaissez même pas du tout. Notre grand-mère, monsieur, est morte il y a presque 1 an. Seulement avant de rendre l'âme, elle a eu le temps de nous révéler ce dont vous vous doutez probablement. Toute la famille était réunie autour de son lit. Mes parents, ma sœur et moi, nos enfants. Et soudain, en dépit de tout bon sens, elle nous déclare qu'elle est juive et qu'elle ne peut quitter ce monde sans nous le confier. Et franchement, on se regarde les uns les autres et on n'en croit pas nos oreilles, car chez nous, à vrai dire, on n'aime pas trop les juifs. Ma sœur m'a emmenée à l'écart et elle m'a dit que le cerveau de mamie manquait d'oxygène et qu'elle n'avait plus toute sa tête. Mais grand-mère, elle ne s'est pas laissée faire, monsieur. Elle nous a raconté l'histoire de notre famille. Elle nous a parlé de tous ces ghettos, ces camps, ces Auschwitz, de ses sœurs et ses frères, des chambres à gaz et du reste. Peut-on y comprendre quelque chose? Je vous assure, monsieur, cela n'avait rien à voir avec une blague juive. Absolument rien. Le lendemain, notre grand-mère est morte. Elle qui, sa vie durant, n'était pas juive et qui est restée, hein? Sa fille juive et ses petits-enfants juifs. C'est ainsi chez vous, n'est-ce pas? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? On ignore si quelqu'un d'autre est au courant, hormis nous-mêmes et vous. En fait, elle ne nous a pas transmis une information, mais de la peur. Je suis venue pour vous en remercier au nom de ma famille, de cette peur. Où aurais-je pu aller d'ailleurs? Chez le curé? Et puis, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul avec vos histoires. Moi, je m'en vais. Je veux pas rater mon train. C'était donc le premier texte du recueil, un texte intitulé « Des problèmes inutiles ». Effectivement, le problème est mal vécu par ce personnage qui s'exprime ici à la première personne. Donc je pense que ce premier texte donne le ton de beaucoup de thèmes qui sont évoqués par votre livre. On va donne le ton aussi de la manière avec laquelle vous les abordez. Hein. On va le feuilleter ensemble, mais avant, je vais dire quelques mots peut-être de vous. Nicolas Egrenberg, vous êtes photographe et écrivain. Vous avez une formation de psychologue. D'ailleurs, on pourrait penser que beaucoup de ces textes sont comme les paroles d'un analysant qui parlerait à un thérapeute, quelque chose comme ça. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette lecture qu'on peut parfois faire des récits. Hein. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là-bas, parus chez Actes Sud il y a
de mois. C'est votre premier livre publié en français. Alors, vous avez publié auparavant d'autres livres que je n'ai pas lus, je dois le dire, ne lisant pas le polonais. Mais je peux en dire quelques mots, et peut-être vous nous en direz davantage tout à l'heure. Un livre dont la traduction en français serait Les rescapés du XXIe siècle, qui comprend 25 entretiens avec des juifs polonais ayant immigré en Israël. Il y a un livre qui s'appelle J'accuse Auschwitz, en 2014, qui est un recueil, là encore, d'entretiens avec des enfants de personnes ayant survécu à la Shoah. Il y a un livre en 2018 qui pourrait s'appeler en français « Le livre de l'exode » ou « de l'exil », je ne sais pas. C'est une série d'entretiens, là encore, avec des juifs contraints de quitter la Pologne en mars 1968, au moment de la campagne communiste antisémite qui a provoqué un départ massif des juifs polonais qui restaient encore en Pologne à ce moment-là. Et je crois que vous avez écrit aussi un livre de fiction qui est inspiré de votre vie familiale, dont le titre serait quoi en français ? Confidentiel. Confidentiel. Et en tant que photographe, je voudrais noter cette exposition que vous avez pu faire, dont on peut voir des photos en ligne, qui s'appelle Auschwitz, qu'est-ce que je fais ici ? Et qui fait le portrait de visiteurs, de touristes, de déambulateurs au sein de Auschwitz-Birkenau, dans la Pologne contemporaine. Alors, on va rentrer dans ce livre. Je voudrais... Oui, mais il faut qu'on ajoute une chose, que le bouquin qu'on va parler aujourd'hui a été traduit par Madame Margot Carlier. C'est une traduction formidable. Merci beaucoup. Et qui est là avec nous ce soir, évidemment. Alors... Ce livre, dont il faut effectivement saluer la traductrice, s'appelle « Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là ». Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est 31 histoires, 31 mini-monologues de quelques pages chacune. C'est à chaque fois un juif ou un non-juif qui parle, ou un juif qui ne savait pas qu'il était juif, ou un non-juif qui se rend compte qu'il est finalement juif. Enfin, il y a toutes sortes de configurations très complexes. C'est un beau bazar, un mot qui est le titre d'une des nouvelles et qui est dans le texte qu'on vient d'entendre, dont vous vous rendez compte, sur l'articulation juif-polonais. Et vous montrez effectivement cette relation complexe, difficile de la Pologne moderne, moderne post-Shoah, disons, avec son passé juif et la manière et cette relation qui peut se jouer dans le corps même de chacun des narrateurs de vos histoires. Alors, c'est présenté comme une série de nouvelles et donc de fiction. Mais alors vraiment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment à proprement parler des fictions ? Parce que on a très souvent du mal à y croire que ce sont des fictions. Alors peut-être parce qu'on sait que vous avez fait beaucoup d'entretiens auparavant et que vous avez recueilli la parole d'autrui. Vous êtes un portraitiste, photographe portraitiste, donc vous aimez, présenter des personnages et les mettre en scène. On peine à penser que les histoires sont inventées. On perçoit plutôt un entrelacement d'une matière documentaire avec un travail, alors là, pour le coup, d'écrivain et de composition extrêmement travaillé pour produire des récits très très condensés. Donc moi, mon sentiment, alors vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, c'est que c'est une matière documentaire dont vous vous êtes emparé pour ciseler des portraits qui peuvent parfois s'éloigner un tout petit peu de la réalité, mais qui restent ancrés dans une matière réelle, quoi, des gens que vous avez croisés. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Vous avez le droit aussi de répondre à ma question. Oui, bien sûr, je veux le faire. Mais bien sûr, c'est une question qui vient à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de doute que c'est possible. Bien sûr, il y a des histoires qui sont entièrement vraies. Il y a des histoires que j'ai inventées. Il y a des histoires que j'ai inventées. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'est leur histoire. Mais pour moi, ce qui est vrai dans ce bouquin, c'est les émotions qui sont ressenties par ceux qui le lisent.
Et c'était mon but, d'écrire, de donner un cadeau aux gens pour qu'ils puissent sentir exactement la même chose que je ressens. Bien sûr, il y a un bazar, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs niveaux d'être juif ou de ne pas l'être ou de ne pas le savoir. Pour être honnête, je peux vous dire que je suis sûr ce qui est vrai dans ce livre, mais le reste, je suis plus sûr, parce que depuis que je l'ai écrit, pour moi, c'est vrai. Parce que le sentiment, c'est que c'est une galerie de portraits. En fait, j'ai envie d'employer le mot album, parce que ça va aussi avec l'idée de la photographie. Hein. Et je l'ai pas encore dit, mais le livre est à chaque fois précédé d'une de vos photographies. Et donc, c'est une galerie de portraits. C'est une galerie de portraits. Donc, effectivement, la vérité, elle est peut-être sans doute dans l'émotion du lecteur, émotion complexe. On y reviendra sans doute, parce qu'on rit beaucoup. On rit souvent. On sourit presque. Enfin, à chaque nouvelle, il y a toujours un moment où on sourit. Il y a des moments où on est un peu terrassé par la mélancolie aussi. Enfin, cet entre-là d'émotions, il est complexe. Et j'imagine que c'est beaucoup de travail pour arriver à produire ça. Mais il y a quand même en tout cas pour un lecteur francophone qui ne connaîtrait pas ce monde dont vous parlez, disons précisément, on a le sentiment que vous quand même documentez une réalité et que vous nous offrez les portraits des gens polonais, juifs aujourd'hui, aujourd'hui dans la Pologne, dans la Pologne, oui. Donc le sentiment documentaire, il est, oui. Je parle, excusez-moi. Voilà, non, je voulais que vous reveniez quand même sur ce sentiment documentaire qu'on peut avoir, en tout cas probablement vu d'ici peut-être davantage qu'en Pologne. Non, je pense que ça marche à chaque fois comme ça. Aussi en Pologne. Aussi en Pologne, aussi aux États-Unis. Je viens de Danemark. Ça marche de la même manière. Je suis sûr que ce qui marche, c'est les histoires personnelles. Et ces histoires-là sont construites de telle manière, comme une testimone, on dit ? Témoignage. Témoignage, on a c'est toujours difficile de dire que c'est pas vrai, parce que c'est dit par la personne qui a vécu ce qu'elle raconte. Pour ça, chaque chapitre est un monologue, et chaque chapitre a la même construction. Il commence par une phrase, une ou deux très fortes, une phrase qui sort de crochet. Même si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est difficile de laisser la lecture, d'abandonner la lecture. Puis après, il y a... Enfin, ça se passe. Et puis, ce qui arrive à la fin... tellement difficile parce qu'on attend que tout se remet en place. Et c'est en train de se remettre en place dans chaque monologue. Et puis à la fin, il y a une pagaille. Et c'est ça qui fait que vous arrêtez la lecture, mais la lecture ne s'arrête pas dans vos têtes. Et c'est là qu'on est unis, vous et moi. Comment vous décririez la nature de ces monologues ? Parfois, on a l'impression d'entendre, comme je vous disais tout à l'heure, un patient qui s'adresserait à un psychologue. Et d'ailleurs, il y a des personnages, enfin, il y a des
des voix qui, à la première personne, vous demandent, vous, le psychologue, qui s'adresse à vous en tant que psychologue. Il y a d'autres voix qui s'adressent à l'écrivain. Vous parlez à l'écrivain Nikolai Greenberg, hein, vous êtes cité. Il y a un certain... je ne sais plus quelle phrase, mais il y a souvent des phrases qui montrent que vous vous mettez en scène comme étant celui à qui l'on s'adresse. Hein. Il y a ce ton de la confidence, de la confession. Là, on l'a entendu dans la nouvelle. On ne peut dire, il y a quelque chose qui ne peut être dit qu'à vous, que dans le secret, à l'écart, de manière clandestine. Donc, comment comment vous avez pensé à ces monologues comme des confessions, comme des confidences, comme des témoignages de patients traumatisés, comme des lecteurs de l'écrivain des précédents livres de Michael Greenberg qui viennent soit se plaindre à lui, soit se confier à lui, soit rechercher un conflit parfois. Je pense à cette professeure d'histoire polonaise qui vient vous engueuler parce que dans vos livres, c'est pas l'image de la Pologne qu'il faut donner. Et puis il y a d'autres qui vient vous demander des conseils sur c'est quoi être juif, puisque je viens de découvrir que j'étais juif, etc. Comment vous avez vous êtes mis dans cette position d'écoute? Ça a à voir avec les entretiens que vous meniez auparavant dans vos autres livres? Ou pas? Ouais, il y a quelques questions. Oui, ce livre est une réaction que j'ai eue après avoir écrit 3 livres non-fiction. Et j'en avais marre déjà d'écouter des gens. Vous préférez les imaginer maintenant, vous parlez? Non, je voulais qu'il me raconte une histoire bien structurée, qu'il ne me raconte pas de choses que je n'aurais pas besoin dans mon livre. Je voulais qu'il se discipline un tout petit peu. Mais on ne peut pas exiger ça de nos personnages documentaires. Alors, je t'ai tenu le coup. Je me suis dit, je vais chercher ma liberté. Je vais raconter ces histoires-là de ma manière. Comme vous avez dit, très condensé. Il n'y a pas de phrases qui sont qu'on n'a pas besoin. Il n'y a pas de inutile. Il n'y a pas de mots qui sont inutiles. Ça avance. Petit à petit, il n'y a que le mérite, on dit. Le méritum, comment on dit? Margon. Ouais, il n'y a que ça qu'on a besoin. Il n'y a pas un mot l'essentiel, de plus. L'essentiel. L'essentiel, voilà, merci. Alors, c'était une réaction à mon épisode documentaire. Et si vous demandez comment j'ai construit des personnages, jamais pensé à la situation psychothérapeutique, ni autre situation. À chaque fois, je pensais que j'ai des instruments littéraires. Cette fois-ci, c'était le monologue. Il fallait voir la personne, il fallait voir le personnage. Et dès qu'on le voit, on lui donne une langue. Et puis ça y est, il commence à parler. Et chaque personnage a une autre langue. Il y a un qui... Ça, c'est difficile à faire. Il y a un qui parle vite. Il y a l'autre qui parle lentement, qui réfléchit beaucoup. Ce qui est difficile d'écrire en monologue. Alors jamais... Je pense que cette idée vous est venue du psy, parce qu'ils sont très honnêtes. Il n'y a pas de small talks. Non, mais à un moment, là, j'ai une phrase sous les yeux que j'avais notée. C'est pour quelqu'un qui vous dit, un des personnages qui dit au narrateur, enfin à celui qui écrit, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Toi qui es un enfant de survivant, un psychologue et photographe, autrement dit quelqu'un qui est capable de saisir
une personne, quoi, vous faire un portrait, et une personne personne ne pourra mieux me comprendre que toi. Donc je dis psychologue parce que je l'ai lu dans le livre. Oui. Ouais, peut-être ce qui m'a aidé, c'est ma formation, que je sais très bien que quand il y a une relation entre les gens, beaucoup dépend de cette relation. Cette deuxième personne, on ne l'entend pas ici, mais on voit que le personnage principal se sent, comment on dit, bezpiecznie. Comment ? Qui se sent en sécurité. Merci beaucoup, la salle. Qu'ils se sentent en sécurité et ça démontre qu'ils ont une bonne relation qu'ils peuvent se permettre. Ça, si vous le ressentez en lisant ou pas, si vous savez le nommer, c'est pas important. Ça marche. Et c'est pour ça qu'il nous raconte. On ne se demande pas pourquoi il lui raconte ça. On se concentre sur l'histoire. On ne se demande pas pourquoi il lui raconte ça, mais on assiste à quelqu'un qui vient le voir. Il y a très souvent un trajet qui est raconté. Je viens vous voir. Il y a toujours des problèmes pour aller atteindre cette personne. Et on assiste à quelqu'un qui a besoin de dire tout de suite quelque chose à cette personne. Ça, vous mettez en scène le moment où la relation va se faire très, très, très souvent. Espace de sécurité pour que la parole se déploie. Est-ce que vous diriez que un des thèmes principaux du livre, c'est le trouble, disons, de personnages qui précisément ont une vie d'insécurité absolue par rapport à leur identité juive ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire polonais devant les juifs, juifs devant les polonais, et que le fil rouge souterrain, parfois très explicite, comme dans la première nouvelle qu'on a lue tout à l'heure, parfois plus à l'horizon des textes, c'est le secret, la dissimulation, le fait qu'il faut se cacher, le fait qu'il ne faut pas dire tout de suite qui l'on est, le fait qu'il y a une réalité polonaise qui serait comme infestée par le grand secret juif qui continue d'irroder. C'est ça le point ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de connaître l'histoire polonaise ou l'histoire d'antisémitisme polonais. On reçoit des histoires. Elles sont... Je voulais qu'elles sont... que tout soit clair. Et j'espère que ça... c'est clair. Ah non, mais c'est très clair, mais après on se pose quand même des... Alors peut-être que c'est... Je me demande comment on lit différemment peut-être ce livre depuis la Pologne, enfin depuis l'étranger. Vous avez rencontré, j'imagine, des lecteurs à l'étranger. Ça a été traduit en anglais, ça a été traduit dans d'autres langues. Là, c'est enfin traduit en français. Vous avez souvent tourné avec ce livre, j'imagine, à la rencontre de lecteurs polonais. Vous voyez pas de différence ? Je vois la différence entre la Pologne et les autres pays, que je suis agressé verbalement beaucoup plus souvent en Pologne qu'à l'étranger. Pendant les rencontres avec des gens qui ont lu. C'est-à-dire, dites-moi la vérité, la nouvelle qui s'appelle Le bien commun, ça vous est arrivé ou pas ? Je vais la raconter après. Alors je la raconte pas, on me dit qu'il faut pas la raconter. Non.
C'est drôle parce qu'au début, vous avez demandé si c'est vrai ou c'est pas. Je vous ai répondu. Maintenant, vous savez, pas par pas. Je suis un peu bêta. Non, ça va. Non, c'est une nouvelle. Alors, je peux dire quelque chose avant que. Bien sûr. C'est une nouvelle qui raconte. Donc, j'en ai dit un mot. En fait, je l'ai évoqué une seconde tout à l'heure. C'est une prof d'histoire polonaise qui vient engueuler Mikołaj Greenberg, qui est nommé dans le texte, en lui disant la manière dont vous parlez des Juifs et de la Pologne, c'est pas ça. J'imagine que ce texte a été écrit il y a quelques années, au moment où en plus il y avait des débats absolument considérables au sein de votre pays sur la bonne manière de raconter la Seconde Guerre mondiale, la bonne manière de raconter l'histoire de la Shoah, dans un pays où des ministres de l'éducation sont capables d'insulter des historiens, de mettre des historiens devant des tribunaux où on a mis... Donc voilà, je me dis, quand je l'ai lu, je me suis dit ça lui est arrivé. Voilà. Un personnage comme ça, ça serait pas difficile de le trouver. Ok. Je suis désolé parce que je vais encore vous poser une question qui va vous contrarier, mais il y a aussi des textes dont on dit... C'est ça qui fait le public marrer. Allez. Il y a aussi 2-3 textes, je me suis dit ça lui est arrivé, c'est de lui qu'il parle. Lequel? Parce qu'il y en a, c'est vrai. Je sais pas, les histoires dans les colonies de vacances, dans les histoires qu'on va voir avec l'enfance. Ouais, colonie de vacances 100%, c'est mon histoire. Que je me rappelais plus pendant des années, des décades. Et puis quand je commençais à écrire ce livre, tout est venu. Ouais. Mais en plus, il faut dire un personnage enfant, c'est toujours une bonne patte à modeler. Il peut dire des choses qu'il ne comprend pas, mais nous, on les comprend. Il est innocent, et nous, on sait qu'il est dans la merde. Et certains sont sérieusement dans la merde. Si, pour reprendre votre expression, il y a des personnages d'enfants, en effet, très angoissants. Je pense évidemment aux 3 petites filles dans la cave. Je ne sais pas si... J'ai envie de vous en dire quelques mots quand même. Il y a 3 petites filles polonaises non juives. Racontez pas mon... Bon, je ne raconte pas. Oui, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Peut-être qu'on peut lire un texte là. Voilà, on va lire un texte. Okay. Héloïse va lire un texte. Le deuxième qu'on a choisi, c'est un texte qui s'appelle « Mes 5 juifs ». Désolée, je ne suis pas juive moi-même. Mais j'ai un gros problème avec les juifs, et ce depuis des années. À l'école élémentaire, déjà, j'en avais entendu de ces choses sur vous. Au début, je croyais que c'était à cause de la puanteur, car un de mes petits camarades faisait pipi dans la culotte et il sentait mauvais. On l'appelait Youp Sapu. Autrement, il était plutôt sympa, ce qui ne nous empêchait pas de lui faire des misères. J'avais pitié de lui, mais je n'osais pas l'avouer. De temps en temps, on rentrait de l'école ensemble et je lui avais même demandé une fois pourquoi il était juif. Il m'avait répondu qu'il ne l'était pas. Ce fut mon tout premier juif. Le deuxième, je l'ai rencontré en vacances à la colo. Il était petit et portait des lunettes. La nuit, on allait regarder le juif brûler. Les garçons l'attachaient au lit, glissaient des bouts de papier entre ses doigts et ses orteils, puis il les enflammait. Il hurlait comme un malade, alors que nous clamions qu'il allait s'envoler par la cheminée. Quelques jours plus tard, ses parents sont venus le chercher.
Les éducateurs leur avaient pourtant expliqué qu'il s'agissait de chamailleries de gosses, que nous étions encore petits. Mais ils n'ont rien voulu savoir. Et ils l'ont emmené chez eux. Mon troisième juif venait au catéchisme avec nous. Mais on a tout de suite compris que quelque chose clochait. Nous l'avons donc attaché à un banc dans l'église et l'avons forcé à nous dire la vérité. Lorsqu'il a craché le morceau, nous l'avons laissé partir. Je ne l'ai plus jamais revu. La quatrième, c'était ma copine en terminale. Elle m'a vraiment déçue, celle-là. Je l'aimais bien pourtant. Et elle m'avait menti. Elle ne m'avait pas dit qu'elle était juive. Je l'ai appris par d'autres, alors qu'elle avait déjà quitté la Pologne. Cela m'a conforté dans l'idée qu'on ne pouvait pas se fier aux Juifs. Une autre amie l'a rencontrée lors d'un voyage en Israël. Elle l'a même invitée en Pologne. Seulement, l'autre lui a répondu qu'elle n'y reviendrait jamais. Elle en avait gardé de très mauvais souvenirs. Mais comment ça? De très mauvais souvenirs? C'est elle qui mentait. Vraiment, cela fait de la peine à entendre. Surtout qu'elle nous doit beaucoup et elle s'est enfuie. Par la suite, j'ai essayé de me tenir loin des Juifs. Avec les changements politiques survenus en Pologne, à peine avions-nous eu le temps de prendre les rênes du pays qu'ils nous gouvernaient déjà. Ils étaient partout, dans les ministères, au Parlement, partout. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'une collègue de bureau allait se marier avec un Juif. Ce fut lui, mon cinquième. J'ai tenté de l'en dissuader. J'ai tout fait pour la convaincre de ne pas commettre cette erreur. Je lui ai dit que les gens se détourneraient d'elle, qu'elle gâcherait sa vie. Mais cela n'a servi à rien. Ils se sont mariés. Parmi nos amis communs, personne n'est allé à leur mariage. Moi non plus, d'ailleurs. Et comme je m'en doutais, nos relations ont commencé à se détériorer à cause de ce Juif. Au bureau, on se disait bonjour, mais c'est tout. Et au bout de quelques années, ils ont quitté la Pologne. D'un côté, je la plains. Elle a fichu sa vie en l'air avec ce Juif. Mais finalement, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a un mari et elle est entourée des siens. Ma vie n'a pas toujours été facile. Mes parents sont morts il y a des années de cela. Mon mari, lui, est décédé prématurément. Et les enfants, eux, sont grands. J'ai désormais plus de temps pour réfléchir. Et l'être humain doit sans doute être confronté personnellement à une tragédie pour que son esprit et son cœur s'ouvrent. Comment savions-nous, à l'époque, que le petit gamin qui pissait dans sa culotte était juif? Il a dû supporter nos chicanes alors qu'il était innocent. Et à la colo, qui nous a dit que le Miro était juif? Peut-être l'avions-nous accusé à tort? Comment avons-nous pu ligoter le garçon à l'église? Et moi, qu'est-ce que je pensais alors? Et mon amie juive, pourquoi elle s'est cachée? Au fond, ce n'est pas sa faute si elle est née dans une famille juive. Non? Peu à peu, je suis devenue triste. Infiniment triste. Et puis je me suis souvenue de ma collègue de travail. Peut-être ai-je porté des accusations contre des innocents. J'aimerais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Donc il y a des personnages de non-juifs dans votre livre, il y a des personnages dont on pourrait dire l'antisémitisme est complexe.
y a on trouve toutes sortes Parlez au micro. On trouve toutes sortes d'antisémites. Il y a des antisémites bienveillants. Il y a des antisémites, toujours la prof. Il y a des antisémites qui se sentent coupables. Il y a des antisémites qui s'interrogent sur l'origine de cette pulsion antisémite. Comment vous avez travaillé cette question-là ? Je savais que si tout sera noir et blanc, c'est agaçant, c'est ennuyant, ça ne vaut pas le coup. Et je commençais à chercher des personnages qui vont nuancer toute l'histoire. Bien sûr, le personnage qui est le plus intéressant pour moi, c'est celui-là qui est un peu méchant, un peu sympa. Il est mauvais et bon à la fois. Et ça exige qu'on réfléchit, qu'on le comprend peut-être. J'essayais de trouver des histoires qui racontent les mêmes choses du différents angles et que ça soit plus complexe. Il y a condensation du style et de la nouvelle, on en a parlé, condensation des thèmes aussi, qui se répondent, qui sont, vous l'avez dit, parfois on a l'impression que presque les mêmes histoires sont prises comme en photographie d'un angle différent et sont abordées différemment. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que évidemment le signifiant, le mot juif est partout. Là, c'est vraiment ce qui résonne en permanence de le livre, mais jamais, on pourrait dire, rien n'est dit de ce qu'il peut y avoir de positif ou rien n'est en rapport avec la religion juive, avec la culture juive. Le mot juif est toujours pris dans soit le secret, soit le regard de l'antisémite, soit la peur du juif, soit sa dissimulation, toujours. C'est un pays où il reste des juifs, et vous tenez beaucoup à le rappeler. Vous n'aimez pas qu'on dise qu'il n'y a plus de juifs en Pologne. Il y a une nouvelle qui se construit autour de cette idée de dire que vous tenez à ce que les 20 000 juifs qui restent en Pologne soient reconnus comme étant bel et bien là et toujours présents. Mais en même temps, on ne sait rien d'eux, on pourrait dire, autrement qu'à travers ces seuls thèmes, secret, dissimulation, insécurité, peur. Qu'est-ce qu'il en est de la religion? Qu'est-ce qu'il en est de la culture juive à proprement parler? C'est pas des choses que vous avez eu envie de mettre en scène d'une manière ou d'une autre? Des religieux juifs en Pologne, par exemple? C'est pas les choses que la Pologne est consciente de. Les Polonais savent rien sur la religion juive. Les Polonais sont en manque de juifs d'antan. Ce qu'on entend très souvent, ma grand-mère me disait comment sentaient vos repas et tout ça, comment la cuisine, tout ça, c'est un roman. Et les juifs contemporains sont pas liés avec la région. C'est les gens qui les énervent. C'est les gens qui les énervent? Non, c'est les gens qui énervent des Polonais. D'accord. Alors, un Polonais, dès qu'il reçoit cette bonne nouvelle qu'il est juif, c'est ça le conflit. Il est bon et mauvais à la fois. Un Polonais qui n'est pas juif et qui est traité de juif va prouver les autres qu'il n'est pas juif. Et il est prêt à faire beaucoup. J'allais raconter une nouvelle, mais je ne vais pas le faire. Non. Non. Moi, j'ai raconté un peu, mais moi, je peux plus.
D'accord. Bon, ben, c'est une nouvelle qui m'a fait beaucoup rire. La nouvelle que je ne vous raconterai pas. Non, peut-être vous raconter si vous voulez. J'en dis un mot ? Ouais. Il y a un personnage très très angoissé parce que il pense que peut-être on pourrait le prendre pour un juif. Et donc il va chez un rabbin. Hein. Il va chez un rabbin et en fait il est à la recherche anxieuse d'un certificat. Il va avec son frère. Ouais, d'un certificat de non-judaïcité. Et pour qu'on se marre encore plus, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par le rabbin de la ville de Łódź. Et c'était pas un seul qui est venu avec ce comment ça s'appelle, comment on dit, avec ouais. Enfin, il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs cas, d'accord. Il y a des cohortes de Polonais à la recherche de certificats de non-judaïcité. Ouais, donné par un rabbin. Donné par un rabbin. C'est ça qui est extraordinaire, évidemment. Justement, il y a un texte qui s'appelle la blague juive, les blagues juives. Je ne sais plus le titre exact, mais en tout cas, la question de l'humour est fait l'objet d'un texte à proprement parler, et c'est évidemment une émotion qu'on a très souvent. Enfin, on rit beaucoup. Là, on a rigolé sur des choses qui ne sont pas drôles. Comment vous avez eu cette délicatesse et cette discipline de nous faire rire avec tout ça? Comment on fait? Pourquoi on le fait? Et comment on le fait? Je pense que j'ai eu ça de mon père. Je suis élevé dans une tradition d'humour juif qui joue un rôle éducatif. Pas seulement, c'est pas fait pour se marrer, c'est fait pour réfléchir. C'est pour ça que ce qui nous... Les Polonais racontent... Quelqu'un raconte une blague, et puis tout de suite, il y a une queue de blagues, un après l'autre. Qu'est-ce qui reste après? Rien, on se rappelle d'aucune blague. Ça marche pas. Et moi, appris par mon père, j'apprends qu'une. Vous en racontez qu'une seule. Je raconte une et j'attends. Et le mieux qu'elle est couchée sur le noir. Parce que les gens rigolent. Et puis, ça arrive, pas tout le temps, pas à chaque fois. Au bout d'un moment, il y a un sens de culpabilité. Et ça, c'est une motivation à une réflexion. Il n'y a pas que réfléchir, mais il y a un moment donné dans le texte, vous dites « Nous avons des blagues car nous n'avons pas d'espoir ». C'est pas que réfléchir, ça. C'est un état, c'est une analyse de la situation. Oui, c'est une synthèse après la réflexion. D'accord. Il y a deux personnages, il me semble, importants, deux figures importantes qui apparaissent ici et là dans plusieurs nouvelles. C'est l'Américain et l'Israélien. C'est très intéressant, la manière avec laquelle vous rigolez avec les Juifs américains qui viennent à Varsovie, enfin qui viennent en Pologne, visiter Auschwitz par exemple, mais pas seulement ça, ou qui viennent retrouver un parent, qui viennent retrouver le lieu où leurs grands-parents ou arrière-grands-parents sont nés. Là, j'ai envie de raconter, c'est embêtant. Hein. Alors je le dis pas. Et puis il y a les Israéliens. Beaucoup de vos personnages peuvent avoir des liens avec Israël. Il y a des histoires. Israël devient aussi un lointain pour d'autres personnages. Comment vous voyez juifs polonais, la Pologne juive coincée entre
les États-Unis et Israël? Comment ça se passe dans votre tête par rapport à ça? Et d'ailleurs, je note qu'il n'y a pas la France et qu'il n'y a pas le reste de l'Europe. Qu'il n'y a pas de France. Il n'y a pas la France et il n'y a pas le reste de l'Europe. C'est comme s'il y avait les 3 pôles du judaïsme de votre livre, c'était les États-Unis, la Pologne et Israël. Ou en Israël, on dit que vraiment les Polonais qui restent en Pologne sont vraiment des traîtres parce qu'ils ne veulent pas quitter le grand cimetière dans lequel ils... Voilà, c'est ça la raison, parce que les Juifs polonais sont oppressés, on peut dire ça? Ça dépend du reste de votre phrase. Par les Juifs américains et israéliens. Harcelés. Harcelés, ouais. La phrase qu'on entend le plus souvent, comment vous pouvez vivre dans cette cimetière? Comment vous légitimisez l'antisémitisme polonais? Vous, etc. Ça n'a pas de fin. Maintenant, ça, depuis, je sais pas, 10, 15 ans, ça change. Il y a une nouvelle génération qui n'est pas si oppressive, qui voit plus large. Mais c'est pour ça, mes personnages étrangers viennent de là-bas, je pense. Et je les fais, ils ne sont pas seulement mauvais ou cruels, ils sont nuancés aussi. Parce qu'on se marre avec eux. On se marre bien aussi avec eux. Mais et ils se marrent bien entre eux d'ailleurs. Ils se marrent bien entre eux. Mais on les laisse parler. Comme chaque personne. On le laisse parler, il va nous dire quelque chose. Mais on sent une ironie de votre part vis-à-vis d'eux. Et puis c'est vrai qu'on a envie de vous demander... comment dire, s'exprime une sorte de plaisir juif polonais, de résistants juifs polonais face à cette obligation de devoir quitter la Pologne. Je me trompe ou pas? Oui, chez vous, hein, chez vous. Oui, chez vous personnellement, je veux dire. C'est une manière de cacher la peine. C'est une manière de cacher l'effet qu'ils nous font avec ces mots. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faites partie d'un... Est-ce qu'il y a une littérature juive polonaise aujourd'hui qui est importante, On peut dire, toute proportion gardée, on est 13 ou 15 000 en Pologne. Voilà, à l'intérieur de ces proportions limitées, oui. Est-ce qu'il y a... Mais tous les jours dans les journaux, vous pouvez lire des articles sur les Juifs. Alors il y a une sorte d'obsession juive en Pologne. Mais oui, il y a des écrivains qui sont même traduits en français, même par Madame Margot Carlier, Hanna Kral. Il y a on peut dire une jeune génération, c'est moi. J'ai presque 60 ans. Il n'y a pas plus jeune. Il y a plus jeune. Il y a plus jeune. Il y a des gens qui ont 10, 12 ans au moins. Mikołaj Łazieński. Ouais, il y en a quelques-uns. Et comment vous définiriez... Est-ce qu'il y a un ensemble thématique commun? Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a le sujet. Il y a le sujet, ouais, il suffit pas d'avoir un nom juif pour devenir, pour moi, pour devenir un écrivain juif. Mais ouais, ça tourne autour du sujet de plusieurs approches, mais ouais. Du sujet de votre livre. Par exemple. Je vais vous poser une question à propos des photographies qu'il y a dans votre livre. Sauf si je me trompe, à part une ou deux, où on devine une ombre ici, une silhouette ailleurs, il fallait que ce soit des espaces vides. C'était Oui, je voulais
c'était pas mon idée, primo. C'était pas mon idée de mettre les photos dedans. Dans l'édition polonaise, on m'a demandé d'apporter des photos. Je demandais quelles photos. La propriétaire de la maison d'édition m'a dit, tu sais, les tiennes, mais tu sais, les tiennes comme les tiennes. Je lui ai dit, écoute, toutes mes photos sont miennes. Alors, dis-moi... Vous voulez dire quoi exactement? Des portraits? Ambiance. Ambiance. Elle cherchait l'ambiance. Mais ça m'a... Enfin, il fallait que je découvre de quoi il s'agit. C'est des photos qui... Chaque chapitre a une photo. Il y a des gens qui cherchent une liaison entre chapitres, entre le personnage chapitre. Il n'y a aucun. Mais ça fait un jeu pour eux. Ça, oui. En revanche, il y a un rapport entre toutes les photos, c'est que il faut qu'il n'y ait personne dans le décor. Il n'y a pas de personne concrète. Comme dans le livre, il n'y a pas de nom. Il y a des rôles. Il n'y a pas de nom. Prénom. Alors on va laisser la parole au public qui va poser des questions, mais avant, on va peut-être lire le dernier texte prévu qui s'intitule « Les échecs » par Héloïse Godet. Je suis un juif secret. Un spécimen comme moi, jamais vous n'auriez pu l'inventer. Pour votre livre, je vous offrirai ma vie. Et nous gagnerons des fortunes avec, croyez-moi. N'allez pas vous imaginer que j'ai fait tout ce trajet en train pour rien. Il faut juste un contrat en 2 exemplaires avec date, signature et numéro de compte. Et nous voilà tranquilles pour le reste de nos vies. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Entre-temps, je vais vous raconter en prime quelques épisodes de ma vie. Je prends souvent l'avion pour Israël, toujours avec des pèlerinages. Ainsi, personne ne se doute de rien. Je me joins à un groupe d'une autre ville et je me tiens à l'écart, ce qui est tout à fait normal, étant donné la situation. Bref, je suis un peu à part. Certains me trouvent recueilli, d'autres chagrins. Ils ne savent pas, au juste. Vu que je n'encourage pas le contact, nous voyageons ensemble, mais séparément. Une fois sur place, le trajet est invariablement le même, si bien que je pourrais, cher monsieur, guider les yeux fermés une excursion sur la Via Dolorosa. Je sais exactement à quel endroit il faut placer le commentaire du genre « Hélas, messieurs, dames, les crasseux ont déjà déployé leurs échoppes partout, c'est vraiment désolant, ils ne sont pas fichus de respecter notre religion. » Et lorsque l'heure du départ approche, je dis au revoir au groupe. Au prêtre qui nous sert de guide, j'explique que j'ai l'intention de rejoindre le pèlerinage qui se rend à Nazareth, ce qui est vrai. Je vais d'abord chez ma famille, à Tel Aviv. C'est là qu'habitait mon oncle maternel, mais il est décédé. Ses enfants et ses petits-enfants sont donc ma famille la plus proche. Nous passons ensemble une agréable semaine. Puis je me rends à l'endroit qui a vu grandir Jésus. Nous nous quittons sans pleurs ni lamentations, puisque je reviendrai ici dans 1 an. On ne me demande plus pourquoi je mène cette vie, pourquoi toutes ces combines. Non, je n'ai pas l'intention de m'installer en Israël. J'apprécie leurs offres de m'aider, mais non, vraiment. Nous avons finalement réussi à trouver un consensus familial. Je veux vivre en Pologne, j'ai donc tout intérêt à ne pas me trahir. C'est mieux ainsi.
Après avoir visité les lieux saints, je rentre en Pologne avec d'autres pèlerins, toujours recueillis et introvertis. Aucun voisin, aucune de mes connaissances ne me prendra sur le fait. Impossible. Je pars avec un pèlerinage et je reviens avec un pèlerinage. C'est astucieux, non? En Pologne, je reprends ma vie normale. Ici, je ne suis ni un Polonais catholique, ni un juif. Je fais semblant d'être bien ancré dans la réalité, alors que je vis dans un néant. En vérité, j'ai deux vies. Mon quotidien est difficile, mais je m'en accommode. Ne pas réagir aux propos antisémites. Ne pas me lancer dans des discussions sur Israël. Aller au travail, boire une bière avec des collègues en échangeant quelques propos anodins, vérifier que mon salaire a bien été viré sur mon compte, payer le loyer et attendre tranquillement la retraite qui ne tardera pas à arriver. Rien de plus facile. Ma seconde vie, en revanche, est nettement plus compliquée, car je l'affronte en solitaire. Je repense à ma mère. Elle avait tellement peur de m'avouer qu'elle avait un oncle en Israël. J'essaie de chasser de mon esprit l'idée que j'agis exactement comme elle. Dans ma seconde vie, je me considère comme juif. Mais ça s'arrête là. Juif, rien qu'un mot. 4 lettres dépourvues de contenu. À croire que je les ai choisies au hasard en mettant une majuscule à la première. Bon, je lis beaucoup. Je regarde des films. Mais je ne peux demander de renseignements à personne. Car mes deux vies ne se mélangent jamais. J'essaye de fuir mes pensées dès que je sens que ma seconde vie se désertifie davantage que la première. J'évite de trop réfléchir à mes vies tordues. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai donné rendez-vous dans un hôpital ? Ben non, je ne suis pas malade et je n'ai personne à visiter ici non plus. C'est parce que ma mère est morte dans cet hôpital, dans le service de la médecine interne. Et elle m'a fait promettre de ne jamais confier à personne mes origines juives. Sinon, disait-elle, elle ne pourrait pas s'en aller paisiblement. J'étais évidemment tentée de ne rien lui promettre et elle aurait peut-être encore été de ce monde. Mais j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. J'ai promis. Et elle est morte. Aujourd'hui, je romps officiellement ma promesse. Un homme ne peut supporter indéfiniment de vivre une vie qui n'est pas la sienne. J'ai besoin de me sentir juif en présence de quelqu'un, ne serait-ce qu'un moment. J'en ai marre d'écouter tout seul Hava Nagila et d'autres chants que je ne comprends pas. Il n'empêche, je pleure en les écoutant. Bon, oublions les contrats et les signatures. Je pensais pouvoir me moquer de la situation, mais je me suis trompée. Et j'aimerais connaître votre avis sur le conflit israélo-palestinien, les mariages mixtes, les monuments des justes, le musée Pauline, le judaïsme sur ce que la religion dit à propos du suicide et sur une multitude d'autres sujets encore dont j'ai déjà débattu avec moi-même, mais sans apprendre grand-chose d'intéressant. Je suis un Polonais à l'intérieur duquel vit un juif. Et ce juif n'existe pas sans le polonais. Il m'arrive parfois de jouer aux échecs avec moi-même. Et vous savez qui gagne ? Tantôt l'un, tantôt l'autre.
Merci beaucoup Héloïse Godet d'avoir lu ce troisième texte. On va discuter avec la salle qui va vous poser des questions, je pense. Volontiers. J'espère qu'elle a... Voilà. Merci beaucoup, ça m'a donné très envie de vous lire. Alors il y a une signature après la rencontre. Bien. Je voulais vous demander comment est-ce que vos livres sont reçus en général. Je ne sais pas si ça peut varier évidemment, mais si vous pouvez donner une impression de la réception par la critique littéraire et si vous avez des rencontres avec des lecteurs, disons, de base polonais, si vous allez à leur rencontre. Et en général, est-ce qu'il y a autant de... Enfin, sûrement il y a plus de lecteurs polonais que de juifs, puisque vous êtes peu de juifs, mais qui est-ce qui vous lise en Pologne? Merci beaucoup. La réception était très bonne. Ce livre a été nommé pour le plus grand prix littéraire en Pologne. Il a été nommé dans les autres concours aussi. Au niveau de la critique, ça va. Je suis content. Pourvu que c'est mon premier livre fiction, enfin, je ne m'y attendais pas. Je voyage beaucoup en Pologne pour la rencontre avec des gens qui m'invitent, qui veulent parler de mon livre. 90%, ça va. Il y a toujours le 10%, et on ne sait pas si c'est aujourd'hui ou pas, qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est carrément antisémite et qui est agressive, et qui peut faire des alliés dans la salle. Et les gens qui mènent la rencontre, comme vous, il y a de temps en temps, pour eux, c'est ça la démocratie. Chacun peut dire ce qu'il veut. Alors, il m'est arrivé assez souvent de partir en milieu pendant la rencontre. Ben voilà. Et avec chaque livre juif, ça se passe ainsi. Alors, chaque fois, j'accepte le tour promotionnel du livre. Et presque chaque fois, je résigne, on dit. Vous résignez, oui. Au milieu. Ah, vous abandonnez J'abandonne. Vous quittez ouais. Ah, parce que c'est presque systématique, ces interruptions au sein... C'est pas à chaque fois. Mais c'est très souvent. Ça arrive. En plus, ça... Vous savez, il y a une sorte de tension qu'on peut tenir. Il y a une tension qui est trop. Et quand je sens que il y a plus de raison que je risque, c'est là que le moment que je coupe le tour. Seulement en Pologne. Enfin, je suis ouvert, j'ai l'expérience, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé ailleurs. Mais bien sûr, il y a des rencontres à l'étranger où, bien sûr, il y a beaucoup de juifs qui viennent. Et il m'est arrivé que, surtout des juifs des juifs polonais, qui ont un sentiment, ils sont contents qu'ils sont partis de là-bas. Ils n'hésitent pas à me le dire et à dire à tout le monde pourquoi ils l'ont fait.
qui sont très étonnés que moi j'habite là-bas tout le temps. Ça leur fait du bien. Au début, j'étais pas préparé. Maintenant, je me bats. Là, il n'y a pas de micro. Donc. Oui. Un agressif, ça commence toujours par un homme 60+. Comme moi, plus. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette discussion absolument passionnante et surtout pour ce roman dont je me suis vraiment délecté de la lecture, même si évidemment ça nous emmène vers des questions assez profondes et tragiques. Tout à l'heure, il a été mentionné qu'effectivement il s'agit de votre premier ouvrage en langue française, en tout cas traduit en français. Et je me demandais justement, aussi compte tenu de votre capacité à vous exprimer dans cette langue française, qu'est-ce qui explique ce silence sur les précédents ouvrages? Pourquoi n'ont-ils pas été publiés en français? Et j'ai entendu dire que vous aviez publié un nouveau roman en Pologne. Jésus est mort en Pologne, je crois, c'est le titre. Jezu marł w Polsce. Est-ce que ce livre sera publié en français? Et quel lien, au fond, plus généralement, vous entretenez avec la France et avec, disons, la transmission de cette histoire complexe des Juifs polonais ici en France? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jésus est mort en Pologne, c'est un livre non-fiction. C'est pas un roman. Je sais pas vous dire pourquoi mes livres n'ont pas été traduits jusqu'à aujourd'hui. Je suis très content que ce livre-là vient d'être publié. Je serais content si on en aura d'autres, mais c'est pas dans mes mains. Il y avait une question en plus? Oui, il y a une question sur votre rapport à la France. D'abord, pourquoi vous parlez bien français? Et quel est votre rapport avec le fait qu'il y a en France, je pense que c'était, je vous trahis pas, enfin, il y a un grand nombre d'héritiers de juifs polonais, quoi, tout simplement. Enfin. Je parle en français parce que dans l'année scolaire 1980-81, j'allais au collège Saint-Marcel à Paris. Et c'est tout. Ma mère est née à Paris, mais elle a passé presque toute sa vie en Pologne. Mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz, d'ici. Mon père a beaucoup travaillé, il était physicien, il a beaucoup travaillé en France. C'est ça mes liens. Et ça me fait plaisir de parler français, mais j'ai toujours une peur que cette phrase-là, ça y est, ça a marché, mais avec la suivante, on ne sait jamais. Oui, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Oui, en fait, j'ai l'impression, j'ai pas encore lu votre livre, mais du coup, je vais le lire peut-être ce soir. Je me demandais, j'ai l'impression en entendant en tout cas les nouvelles qu'on ressent un peu peut-être vos contradictions intérieures, ou j'ai l'impression que vous vous cachez aussi en quelque sorte dans différents personnages. Et j'ai l'impression aussi que c'est un peu le syndrome de l'enfant caché, parce que je connais bien ça, je ne sais pas si vous êtes un enfant de personne qui a été caché, mais j'ai l'impression que c'est aussi la difficulté à s'affirmer en tant que juif. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, ou est-ce que je me trompe complètement et il faut que j'aille me cacher après cette question? Non, il ne faut pas se cacher. N'importe que ce que je vais dire maintenant, ne vous cachez pas. Je n'ai pas cette expérience, moi. J'étais juif depuis que je le savais. J'ai payé mon prix en Pologne. J'ai changé de l'école
on a déménagé dans un autre quartier parce que je me suis fait tabasser plusieurs fois juste au moment où la majorité des juifs polonais, après la guerre, ça veut dire au moment où toutes les copines et copains allaient à la première communion, et moi j'étais le seul à ne pas aller. C'est là que j'ai survécu une chasse aux juifs à l'école. Mais non, j'étais toujours ouvertement juif, mais il y avait des moments que j'avais peur de ça. Moi, je voudrais répondre à toi, Mikołaj, et à la personne qui a posé la question pourquoi ce livre-là et pourquoi pas d'autres livres avant. C'est tout simplement, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est très compliqué de placer un livre, enfin pas forcément polonais, mais surtout polonais, proposer des livres des auteurs qui ne sont pas connus. Bon, sur le thème juif, je me souviens, je ne sais pas si il y a parmi vous certainement des personnes qui connaissent Anna Kral. On m'a déjà dit, il y a déjà Shoah, tout ça, on en a déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites. Alors ce livre-là, tout simplement, moi je me souviens quand je l'ai lu, j'étais emballée, et quand je l'ai proposé, je trouvais que c'était tellement éminemment littéraire et tellement bien écrit. D'ailleurs, je trouve des similitudes un peu avec Anna Kral, l'économie de mots, c'est formidable. Enfin, et je pense que c'est aussi tout simplement, c'est pas juste un témoignage. Il y a un côté, c'est plus que ça. Et je trouve que c'est aussi universel. Hein. C'est pas seulement, on peut transposer ses peurs, ses craintes, se cacher, etc. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question à propos du titre de votre livre. Quand je l'ai lu cet après-midi, j'étais tellement enthousiaste, tellement heureux de ce que je lisais que j'ai appelé une amie polonaise en lui demandant est-ce que tu as lu Nicolas Greenberg. Elle avait lu certains de vos livres, pas celui-là. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu lis, et je lui dis le titre en français. Elle me dit je vois pas. Alors je cherche le titre original. Elle me dit ah oui. Je lui dis mais c'est quoi le titre original? Elle me dit quelque chose comme mouvement brusque. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai d'abord, et si oui, pourquoi avez-vous choisi ce titre? Alors c'est la fin d'un des textes qui a été lu d'ailleurs. Mais à la limite, comment dire, je préférais presque l'autre. Merci. Le titre original Rejwach, qui veut dire en polonais chahut, tumulte, chahut. Voilà. C'est le mot qui vient d'Yiddish. En Yiddish, la traduction d'Yiddish dit profit. Rejwach. Alors, c'était pas possible de trouver un mot, un yiddishisme. Ce titre-là, qu'a l'édition française, a aussi l'édition américaine. C'est la décision du maison d'édition. J'accepte. Je voudrais rebondir sur ce que Madame Carlier a dit. C'est moi, Agnieszka. Jane Austen disait qu'elle sculptait un morceau d'ivoire. C'est un peu ce que vous faites. Ma question est sur les mots. Comment les mots viennent? Dans quel ordre? Est-ce que c'est toujours de la tête vers l'ordinateur, ou comment vous travaillez sur l'ordre des mots dans la phrase? Moi, c'est
ça vient pas par les mots, ça vient par les phrases. Moi, je m'imagine le personnage. Il commence à parler. Il commence à parler. Et puis après, quand il a fini, je prends son texte, je range un peu. Mais c'est pas du tout mystique ou quelque chose comme ça. Mais j'invente un personnage. Je lui donne une langue. Je lui donne un exercice. Parle. Voilà. C'est un peu l'exercice de style. Bonsoir, Dobry wieczór. Je vais poser une question qui est un peu difficile pour moi à formuler. Bravo pour ce livre qui hante réellement, magnifiquement, celui qui peut le lire, enfin qui a accès. Ça m'a beaucoup fait penser à L'Homme rouge en fait de Svetlana Alexievitch. Il y a cette dimension très profonde de lien justement avec le pays en question, de lien tissé quoi à travers ces histoires avec le pays en question. Et je vais vous poser la question que moi j'ai toujours voulu poser à Julian Tuvim sans pouvoir le faire puisque on n'a pas vécu dans le même monde, et qui est, pourquoi vous aimez la Pologne, pourquoi vous voulez être polonais, pourquoi vous êtes polonais et pourquoi vous entendez le rester quoi. J'aurais beaucoup aimé le poser à Julian Tuvim. C'est plus une question pour lui. En fait, c'est pas vraiment une question pour vous, c'est plus une question pour Tuvim. Mais je me suis dit que vous pourriez peut-être en partie faire le, comment ça s'appelle, le ventriloque de Julian, la voix d'outre-tombe. Merci. Mais vous voulez que je réponde pour lui ou pour moi? Je ne peux pas répondre pour lui. Mais il faut qu'on se rappelle qu'il a survécu la guerre aux États-Unis et puis il est revenu après. Il est revenu. Moi, je suis polonais de formation. C'est trop tard. Je ne saurais pas être ni français, ni israélien, ni... je serais muet. Alors, j'ai choisi d'habiter là-bas pour ne pas perdre sa voix. Ah ouais, il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. On peut allumer un peu la salle, éclairer la salle un tout petit peu, moins... parce qu'on parle, ça sera plus facile. Non. Non. Bon. Bonsoir. En voyant la conférence autour de votre livre programmé, en voyant que vous étiez un auteur polonais, en lisant ce titre et l'information brièvement que vous aviez fait travailler sur des témoignages avant, l'idée qui vient, c'est qu'on va découvrir des textes. Alors, on ne sait pas si c'est des témoignages ou de la fiction avant de venir ici, mais c'est d'imaginer qu'il y a une dimension, enfin, que c'est des gens qui se sont repentis suite à la guerre et dans leur relation par rapport aux Juifs. On ne pense pas spontanément qu'il s'agit de paroles de Juifs. Et je me demandais quelle place ça avait, quelle relation vous aviez par rapport à ça, et est-ce que ça induit ça aussi pour vous, ce titre en français? Je suis pas sûr que j'ai compris, mais c'est pas votre faute. C'est mon vocabulaire qui vient de se finir. Le titre, quand on ne connaît pas beaucoup de choses sur votre livre, qu'on vient ici, on a l'impression qu'on va découvrir ça va être des témoignages de Polonais qui, après la guerre, regrettent de ne pas avoir peut-être... ils demandent pardon, mais pardon de ne pas être venus au secours de Juifs, pardon de quoi?
c'est bien que le titre a plusieurs meanings, significations, que chaque personne ou chaque groupe de gens peut attendre autre chose et puis découvrir tout à fait autre chose. Mais non, je pense que je finis avec les histoires des survivants, parce qu'il n'y a plus de survivants, presque. Comme on dit, il y a pas de juifs en Pologne, qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de survivants, qui n'est pas vrai. Mais c'est le moment où il faut profiter si on veut parler avec eux. Et c'est le moment le plus dangereux, parce que après, cette histoire va aller dans le domaine public. Tout le monde aura le même droit de nous raconter des histoires d'Auschwitz ou du Holocauste. C'est comme, je ne sais pas s'il y a ce sort de livre en France, en Pologne, chaque janvier, et janvier c'est le 27 janvier, c'est l'anniversaire de la libération du camp Auschwitz-Birkenau, il y a des livres perverses qui sortent sur le prostitué allemand, juif à Auschwitz. Il y a plein d'histoires à Auschwitz. Des couvertures sont presque toutes avec des rayures, on dit. Et là-bas, Holocauste, Auschwitz, tout ça, c'est que scénographie, scénario. C'est le décor. On peut mettre n'importe quelle histoire dedans. Alors, moi, je fais mon boulot, je préserve l'histoire de deux générations. Et maintenant, il faut faire gaffe. Je suis allée en Pologne il y a très très longtemps, des années, et j'ai été frappée par le fait que les églises étaient remplies au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'il y avait des gens qui priaient devant les portes d'église à genoux, parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Donc je voulais savoir si vous faites un lien entre ce catholicisme très fort qui règne en Pologne et l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute qu'il y a un lien. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, que le catholicisme en Pologne s'en va petit à petit. Il y a plus d'églises pleines gens d'or, mais ça va pas si vite. Mais bien sûr que l'Église polonaise est antisémite, a toujours été. Sinon, il y aurait beaucoup plus de survivants. Il aurait pu écrire des certificats de baptême à tous les juifs, ça aurait été fait. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que Nicolas va pouvoir vous signer son livre à la librairie du musée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.